Donc je me disais que je me disais que on est au milieu du rien. Là, il fallait où je devrais être là, dans la fraîcheur du soir, à peine journée du printemps assez chaud, ça m'a fait du bien. Là, le reste, ça va faire silicium. Là, ce matin, même simulacre, je rencontrais M. Deleuze, M. Warhol. Hier soir, on parlait abondamment de habits, Warburg. Ce matin, j'ai vérifié son nom de famille. Effectivement, Jean-Marie Pontavia, dans son livre qui est publié chez Shakespeare & Company, il citait au moins 2 fois Ebbe Warburg en parlant de cette volatilité des tissus ou des autres accessoires qui montrent le mouvement dans les sculptures ou dans les peintures en général quand il s'agit du féminin. En fait, Pontavia faisait remarquer que, en fait, après ce changement de figure statique de Vierge, il y a une abondance de tableaux de Vénus, surtout en écume, Vénus naissante et tout. Là, tout est ondulé, les cheveux, il y avait une ère de mouvement et la femme était prise, plusieurs moments, séquences de la femme étaient fixés dans la même sculpture ou dans la même peinture. Là, aujourd'hui, j'ai photographié exactement une statue de femme qui représentait la justice avec une balance à la main. Effectivement, elle était presque nue tout en étant habillée et les pieds aussi érotiquement écrasaient une tête de serpent et le livre de loi ou je ne sais pas, Bible. Effectivement, pourquoi? Et une femme avec son pied droit peut écraser un livre en statue et gauche, son épaule gauche, de son épaule gauche, tombait presque ses habits. Donc, elle se dénudait d'une manière frénétique avec une balançoire à la main. Donc, peut-être que statuaire voulait dire que le moment de la décision, c'est la folie. Donc, c'est une étreinte, c'est une exception. Selon le dire de Pontavia, effectivement, Barthes pour Barthes, ce qui fait l'exception, qui ne se répète pas, ce qui fait la différence, c'est l'érotique. Pour l'instant, c'est mon résumé de mon lecture du matin. Très tôt, extrêmement tôt. Il ne faut pas trop me fier. Il ne faut pas trop me fier, surtout aujourd'hui en ce qui concerne mon discours qui ne durera que 30 minutes, pas plus. J'ai d'autres choses à faire. Je suis venu à me faire soigner. Aujourd'hui, c'était une journée quand même exceptionnelle que je suis sorti de chez moi, non pas pour célébrer le victoire des élections de dimanche, c'est-à-dire hier, alors que je m'étais promis d'aller à Pierre-Loti prendre mon thé de matin sur la colline de Goldenhorn. Eh bien, c'est pas fait. Parce que je me suis souvenu vite le matin que en tout travail, pendant le travail filmique, cinématographique, que j'avais un rendez-vous chez le passeportier.
donc dans la Securitas. Donc, je me suis sorti, en fait, je voulais aller à quelque part, mais j'avais des affaires, etc. Et je me suis décidé de régler d'abord mes affaires officielles. Mais c'était pas facile parce que j'aurais dû, voilà, le titre de mon film, aura dû, ou bien aura été. C'est une sorte quoi, futur passé, futur antérieur. Voilà, tout aura été autrement, mais malheureusement, je suis allé, je suis retourné pour prendre deux signatures simultanées, officiellement dans mon ancien office. Ancien, ça veut dire que je suis en retraite depuis 6 mois et je ne suis pas retourné à ces lieux très chics et tout, mais bon, j'ai donné 25 ans quand même et ça me suffisait largement. Et les lieux se transforment, le populace aussi, et les disciples qui n'ont jamais été existés, se dissipent. Les disciples se dissipent à droite à gauche, dans les universités privées, parfois publiques, etc. Bon, alors, deux signatures seulement, mais dans le méandre de la bureaucratie, 2 signatures, ça fait une totalité d'une institution. Bon. Alors, effectivement, je connais les lieux, c'est assez large. Je suis allé à la bibliothèque pour voir mes affaires qui étaient déposées selon lui dire, mais on n'a jamais trouvé dans une tas de paquets mes livres supposés, parce que j'avais ramassé tous mes livres, et y compris les déchets, ça veut dire les thèses des étudiants, les papiers officiels. Ça, c'était de la poubelle. Et je paye en plus pour apporter chez moi toute cette poubelle. La moitié était poubelle, la moitié était achetée par mon propre argent, les vrais livres. Donc, il ne s'agit que de papier. Et les papiers, le recto des papiers usés, ça me sert encore chez moi. Et c'est très utile pour le printing, et voilà, pour faire des nouvelles œuvres, il faut utiliser le paléo papyrus. Bon. Effectivement, j'étais dans tous les étages. J'ai croisé dans les WC un des camarades qui m'a donné toute sa biographie, et moi je lui ai donné tout mon comment ça s'appelle ça, en sortant de l'hôpital, épicrise totale. Bon, épiphénomène, épicrise, phénoménon, un peu grec, un peu latin, voilà, un peu intelligence artificielle, c'est très à la mode, un peu machine learning, mais on était quand même affamés le midi passé. Et j'étais un peu, enfin, j'étais pas fait, je n'arrêtais pas de parler. Dès que je accoste quelqu'un de connu, enfin de mon entourage ancien, etc. J'ai interrogé tout le monde, j'ai eu les informations nécessaires, mais les signatures se faisaient attendre. Donc, je montais, je descendais, effectivement, les escaliers, les ascenseurs qui sont en panne. Dans mon âge, tout est difficile. Donc, je n'ai fait aucun enregistrement malgré tout désir brûlant. Surtout,
Première étape, après avoir fini mes petits trucs le matin tôt, donc je suis sorti de chez moi et j'ai pris un bateau. Alors quel bateau? C'est vide. C'était très tôt. Ah, j'ai eu une apparition. Non, j'ai eu 2 apparitions. Non, j'ai eu 2 apparitions simultanées. Non, 2 spectres. Non, les 2 sont morts. C'est trop impossible que je me trompe. Alors, j'ai pris tous les risques sociaux. Alors, j'ai sorti mon appareil sans honte, sans effronte. J'ai photographié plusieurs fois parce que j'étais immobile quand même par certaines retenues sociales. Et nous étions sous le contrat de transport maritime. Alors, j'ai photographié, j'ai regardé, j'ai fait focus pour être sûr qu'il est lui, c'est-à-dire Gilles Deleuze en personne, jusqu'à son chapeau. Ça peut ressembler. Ses lunettes, ça va. Et son visage, les rides de son visage, c'est le même. Mais pas de même âge quand même. On sent que c'est dans les années de début 80 ou bien fin de 70. Pas trop vieux, en tout cas. Peut-être, enfin, seule différence, peut-être, il n'a pas de courbure du dos. Et je n'ai pas regardé très bien les mains, mais ce monsieur-là, dans 2 mètres de distance entre nous, qui ne me remarquait pas, qui faisait semblant de ne pas voir que je lui photographiais plusieurs fois, alors, et n'avait pas des ongles longs comme notre Gilles Deleuze en vrai. Mon professeur de l'Université de Saint-Denis dans les années de 84 jusqu'à son retraite qui peut dater de 93, non, plutôt. Bon, alors, c'était une apparition pour moi. Mais, voilà, j'ai photographié. Et surtout une posture que j'ai attrapée sans effronte. Hein. Je me suis déplacé, je me suis assis juste devant lui, mais avec une fauteuil d'intervalle quand même. J'ai eu précaution, c'est un halt qui m'a arrêté. Bon. Mais je ne parlais pas encore deuxième personne, c'est encore plus incroyable. Il s'agit d'Andy Warhol en personne. Et je ne m'en dis pas. J'ai photographié, je vais vous montrer. Ça peut être une similitude. Il était encore beaucoup plus jeune que Andy Warhol, connu, devenu star de pop art, qui se photographie avec les cheveux blondines. Mais ce mec-là, effectivement, il s'habillait exactement de la même façon. Il était d'une trentaine d'âge et il avait des cheveux bruns, avec les lunettes exactes de Andy Warhol et avec de chapeau, enfin avec coup-chef d'un certain Andy Warhol. Donc, un Andy Warhol avant qu'il devienne très célèbre. Un jeune Andy Warhol de trentaine d'âge qui s'était fixé, l'autre aussi, Gilles Deleuze aussi, à son mobile. Comment ça va? Portable, chez vous. Nous, les Canadiens, on dit mobile, vous, les Français continental, vous l'appelez quoi? Portable. C'est très inutile et vague comme expression, c'est comme
quoi, quelque chose comme ça. Bon, et vous inventez même des nouveaux mots, vous êtes vraiment en chute totale. Bon, alors, deux grands messieurs. L'un était mon professeur Indevaro, pas du tout, mais je m'intéressais à son art comme tout le monde. Je ne suis pas vraiment très adepte et tout, mais son milieu, c'est-à-dire underground, Velvet. Velvet aura voulu dire cadifé. Cadifé veut dire velours. Voilà. Moi, je préfère Poop à cause de George Trakl, donc on n'a pas les mêmes sources de nous ressourcer peut-être. Je ne connais pas américain très bien, Velvet aura été autre chose qu'un simple velours. Moi, à Paris, j'ai appris un mot, par exemple, non pas coton, mais ouate. Voilà. Il y a une chanson qui disait ouate. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est deux messieurs d'apparition. Effectivement, et je n'ai pas perdu la tête, et ils étaient des similitudes, des simulacres les deux, mais c'est quand même bizarre qu'ils soient les deux en même temps et dans le même carré que je l'ai photographié, que je vais vous montrer. Et ça va faire quoi? Flasher. Ça va faire une date dans mon filmographie quand même. Voilà. Un matin en Adin, donc je suis très occupé quand même, mais dans le bateau, il n'y a rien à faire que de photographier, regarder Palais de Topkapi et Sainte-Sophie, notre tour de météorologie ABS, voir le tour de Galata s'il est bien restauré, voir la tour de Phi si c'est bien grossi ou pas, etc. Bon. Alors, une journée quotidienne, mon quotidien est quote. Quote en anglais, ça veut dire une citationnalité interminable. Gilles Deleuze aura pu être cité ou interpréter quelques paroles, ça ne veut rien dire. Ils ont à peu près de la même génération. Alors, pourquoi ces apparitions? Alors, hier soir, donc le soir, la nuit des élections, donc je ne suis pas à la télé les résultats et tout, mais je suivais dans le média social, etc. Et je me suis endormi comme ça sous mon je dirais, Minitel pour retourner aux années 80. Et alors, en me dormant sur YouTube, j'entends un français parfait prononcé par une femme qui raconte les chakras. Alors, ouverture des chakras, les sphères, anus, annulus, le poitrine, gorge. J'entends tout et je comprends tout, mais je dors. Tout simplement, je dors et je ne sais pas si c'est un rêve ou une réalité. Là, à un moment donné, je me suis réveillé qu'il s'agissait d'une vidéo, tout simplement de yoga. Bon, alors les chakras qui s'ouvrent, moi je ne suis pas de ce côté-là, en fait, je ne suis pas tellement initié, mais mes chakras, au fur et à mesure, s'ouvrent. Et là, je ne sais pas que je suis dans quel niveau je suis, mais le lendemain, quand même, j'ai eu cette apparition. Donc, tu vois les morts plus jeunes en toute activité. Et jouant incessamment avec leur portable. Les deux aussi. Gilles Deleuze, derrière, et en avant, plus proche que moi, juste en face, Indevaro. Qui était plus, qui m'était plus ressemblant en tant qu'âge, en fait, plus proche
en tant qu'âge. Bon, donc plus jeune. Nous trois, sans effronte, sans honte, j'ai photographié, j'ai fait des focus, j'ai enregistré, sans parler bien sûr. Eh bien, en nous rapprochant au port d'arrivée, au port embarcadère de Beşiktaş, les deux en même temps, pendant que je jouais avec mon portable, effectivement, sans que je m'aperçoive, ils sont disparus. Donc ils sont descendus en bas pour être prêts à sortir vite en toute dépêche vers leur travail. Alors, je me suis décidé de suivre l'un ou l'autre, sans gêne, et comme il y a deux sorties, Andy Warhol, il est parti par la sortie de gauche, donc sûrement il va remonter la rue de Hakaret, c'est une pente très dure, tragique, quartier, il y a des galeries d'art et tout, donc je pensais qu'il est un artiste ou un galérien qui galère, et l'autre, Gilles Deleuze, il est sorti par la sortie droite, donc vers mon chemin là. Je suis décidé tout de suite de suivre Gilles Deleuze. Je suis de loin. Il était beaucoup plus dynamique que moi, il marchait plus vite que moi, et même il a choisi les escaliers alors qu'il pourrait prendre une détour et tout. Bon, et il était vraiment très dynamique, et j'ai regardé, je me suis attendu, et jusqu'au moment où que je sache qu'il prend un tel ou tel bus. Voilà. Il a pris un bus qui va à Fatih Sultan. Donc je suppose que c'était trop. Quoi deuxième pont sur le Bosphore. Donc il va descendre vers Istinye, Tarabya, Bebek, quelque chose. Ça parce qu'il n'a pas pris il n'a pas pris les autres bus. Il a choisi ce bus. Donc il va aller assez loin sur le Bosphore. Là, c'est noté. Et il a pris un bus assez vide et il est assis tout de suite. Je n'ai pas du tout monté sur le bus, j'ai fait ça faire. Hein? J'ai mes petits trucs à faire. Alors, il est assis, je regardais, je suis devant le tombeau de Barbaros. Il est assis et aussitôt, je vois très clair, hein, bien que j'ai une myope terrible, il est assis aussitôt. Il a commencé, dès qu'il est là où il s'est arrêté, donc jouer avec son portable. Donc notre Deleuze, il est disparu sur le chemin de Bosphore. Alors, j'ai très bien examiné ses habits. À l'intérieur, de trench coat de marque, et le chapeau aussi, il est de marque, et comment ça s'appelle, un sac à dos qui a une marque qui s'appelle, je veux dire, dans quelques minutes, c'est pas First North, mais l'autre. Bon, c'est pas très important, mais il est sportif, point. Enfin, des trucs de trench coat synthétique jusqu'à son chapeau. 21e siècle, jusqu'à ses baskets dans lesquelles il marche très vite. Alors, qu'est-ce que je raconte?
il n'est pas une gigolouse que j'ai connue qui, après les cours à Saint-Denis, à Vincennes, donc, il montait dans une 4 chevaux, terriblement petit, et en 4 personnes, 4 personnes en même temps, sur l'autoroute. Bon, rien à voir, il était vieux et il s'habillait comme ça, sans un peu, sans être trop sélectif, pas du tout. Alors, bon, ce sont des singularités bizarres, c'est pas très important, mais le fait que je me suis intéressé à cela, de ce point de vue, et j'ai photographié, et j'ai voulu parler, c'est mon affaire. Je ne sais pas. L'autre, Andy Warhol, comme j'avais lu, prévu toute sa vie, toutes ses préoccupations jusqu'à galerie d'art de Akaretler, cette pente qui monte vers le quartier chic et tout. Là, c'était une, comme on dit chez nous, une petite lapin dans la poche. Chantata keklik. Donc, je peux me croiser tout le matin, si je voulais prendre ce bateau, que je n'ai pas envie, parce que mon projet c'était aller à Üsküdar ce matin et prendre un bateau pour Golden Horn et monter à Sultan dans les collines, aller au café de Pialotti et prendre un thé du matin et regarder, bien sûr, extraordinaire panorama de Golden Horn, parce que je dis toujours en anglais, mais il s'appelle Haliç. Pour nous, c'est beaucoup plus important que Golden Horn. Ça ressemble à un certain horn. C'est doré parce que le soleil d'Istanbul couche sur Haliç, donc c'est doré. D'où vient cette expression lavantine de Golden Horn, traduit en français comme corn d'or. Bon, et ce n'est pas fait. Et je voulais acheter des colonnes à Eyüp pendant cette visite projetée, parce qu'il y a un magasin que j'avais repéré, et j'avais entré là-dedans et échangé quelques paroles sur les essences, les fioles, les plantes, les alcools, donc Cologne. C'est un spécialiste véritablement traditionnel qui n'a pas arrêté ce travail, donc il fabriquait ses propres parfums, l'eau de Cologne. Donc l'exception, des exceptions qu'il faut que je retourne s'il n'a pas fermé ce magasin. Donc, j'espère que ce n'est pas fermé et je vais y aller après le lendemain. Maman, bon, on me demande pourquoi tu es adressé à des officiels pour un passeport. Est-ce que tu vas à l'étranger? Non, pas du tout. En fait, peut-être, pourquoi pas. Je ne me sens pas très bien sans passeport. Il faut, bien que je n'use pas, il faut qu'il y ait un passeport valable, autant que j'ai droit, parce que ce n'est pas un passeport normal, c'est de haut niveau fonctionnaire, donc c'est moins cher. Moins cher, ça m'a coûté un prix de
PC, hein, ordinateur. On a payé tout de suite. Bon. Donc, je n'ai pas touché, je n'ai pas accédé à mes livres supposés qui étaient dans mon institution ancienne, mais on s'est familiarisé comme ça en parole. On a échangé des bêtises, enfin eux, plutôt, ils ont échangé leur état ébahi devant intelligence artificielle machine learning, et je leur racontais que quand j'étais 17 ans, je faisais cybernétique, j'étais un bon électronicien, je fabriquais des petites radios, des transmetteurs, transistors, les résistances, condensateurs, les bobines, c'était mon affaire. Ils n'ont pas fait un commentaire, ils ont dit que ah, j'ai un cours, est-ce que tu veux venir à mon cours de hellénique? Et non pas hébreu, mais il apprend dans ce cours, quoi, grec, ancien, pour la philosophie, très utile. Et j'ai répondu que je ne peux pas venir parce que j'ai faim, je ne peux pas comprendre, j'ai d'autres choses à faire. Mais je me suis postulé quand même, et en disant que si je me guéris, si tout passe bien, alors je peux prendre quand même la responsabilité de quelques cours, parce que quand même je suis encore en état d'enseigner, et j'ai des trucs à dire. Et je préfère bien sûr un enseignement de distance, avec les moyens de réseau, internet et tout. Ils ont dit que non, c'est pas encore, ce n'est plus possible, c'est seulement les cours de turc, langue turque, et les cours de les principes de réforme kémaliste sont assurés avec un enseignement à distance. Donc il faut que je m'oriente vers ces deux disciplines. Bon, en turc, je suis bien, mais quand même, c'est pas mon véritable destination. Et les réformes non plus. Je ne suis pas un spécialiste. Et à mon avis, en fait, bon, dans la forme kémaliste, une petite partie de notre histoire, une séquence. Mais c'est un cours obligatoire, hein. C'est comme petit livre rouge de Mao, des choses comme ça, mais il y a de très bons professeurs qui racontent d'une manière de historien véritable. C'est autre chose. Mais ce qui est bizarre est qu'il y a une obligation de prendre ce cours. Donc, ce n'est pas un cours sélectif, ni un cours de discipline qu'on a choisi. C'est un cours qui est dicté à tous les départements. Depuis le coup d'État de 1980. C'est ça. Bon, il faut que j'arrête parce que mon 30 minutes est rempli. Merci de m'avoir. Bon, je suis très content que je n'ai pas perdu mon premier enregistrement du soir. Le soir est bien tombé. J'ai fait dans le crépuscule avec mon visage
un tournage en faisant compte rendu de ce matin avec la lecture de Jean-Marie Pontavia qui citait 2 fois. Eh bien, Wahrung, disons, pour ne pas dire Wahrheit. Eh bien, son thème général, je l'ai bien résumé, j'ai cru que j'ai failli perdre cet enregistrement et j'étais très triste, très mélancolique sur ce rocher toute seule. Silicium, c'est un rocher préhistorique, je l'appelais quoi? Un tombeau préhistorique et que j'avais photographié 1000 fois. Aujourd'hui, avant de tomber de la nuit, j'ai remarqué que c'était noirci. Donc l'hiver le fait remplir de moisissures, ça devient plus noir que d'habitude. Dans quelques mois, je crois que ça va se blanchir sous le soleil. Ça devient pur. Maintenant, effectivement, avec l'humidité, ça prend des lichens et diverses mousses. Voilà, j'étais très intéressé à cette microbiologie. Depuis que j'étais dans le secondaire ou lycée, j'ai même ramassé des lichens et je les mettais devant la fenêtre pour voir l'évolution. Mais l'humidité ne suffisait pas. Sous le soleil, le lichen devient un peu plus fade. Bon, eh bien, je suis assis sous le lichen, assez tiède sur le rocher, et je suis confortable, mais descendre à cette grande vallée, disons, véritablement c'est une vallée, parce qu'il y a un creux extrêmement végétal, très touffu, et j'ai pas cherché une voie déjà ouverte, mais j'ai frayé le voie à travers les plantes, les herbes qui ne sont pas encore devenues très agressifs, c'est-à-dire que je ne suis pas fait piquer. Au mois d'août, c'est impossible de passer ici sans être complètement barbouillé dans les jambes. Là, je suis complètement propre parce qu'il y a une fraîcheur de l'herbe qui ne colle pas encore. Donc, on est dans la puberté des herbes. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais parler comme ça. C'est une sorte de commémorative, une certaine Erinnerung, une sorte de momenti mori. Voilà, un tintamarre sans cloche, sans sonnerie, un silence finalement tombé. Et j'avais beaucoup de besoin aujourd'hui parce que je suis descendu en plein l'île. Eh bien, c'est le moment de quoi? Au sens liturgique du terme, non pas des saisies du soir, mais recueillement, oui, mot correct, recueillement. On va recueillir nos souvenirs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un certain compte rendu. Donc un certain salaire va être compté. Un certain quoi? Gehalt. Finalement, on s'est arrêté. On se fait halt. Et on est dans une Haltung. Et rien ne
peut nous déranger, aucun mouvement, au sens accessoire, comme suggérait Abi, qui cite et traduit à partir de allemand Pontevia. Aucun substitut de mouvement mimétique. Et il cite assez souvent, vers la fin de son livre, Pontevia, et Roland Barthes aussi, qui disait que, effectivement, je n'aime pas les fantasmes, fantasmagoriques dans l'art, c'est pire. Mais Pontevia, il objectait, il disait qu'effectivement, s'il n'y a pas ce part de fantasme, on ne peut pas parler d'une œuvre d'art, parler sur. Donc, il faut qu'une œuvre d'art nous incite à parler, dire quelque chose. Même tout banalement, tout bêtement, c'est beau, que c'est joli, que c'est fantastique. Ce sont des phrases kantiennes qui ne veulent qui sont des banalités, mais ils distinguent simplement ce qui est agréable et ce qui est beau, en disant que ce serait désintéressé, le beau, mais une autre sorte d'intérêt intellectuel qui nous fait parler, effectivement, qui nous fait travailler, le mot clé, maître mot, disait Pontevia, c'est travail, soit travail du deuil, travail de parole. Il faut qu'une œuvre nous travaille. C'est ça, un point où nous travaille de quelque sorte que ce soit. Il ne faut pas qu'il nous laisse dans une indifférence. On ne peut pas être indifférent. Si on est indifférent devant une œuvre d'art ou devant cette rocher sous laquelle je me suis assis, ou assis au lieu de asseoir, il manque un verbe. Qu'est-ce qu'ils font les poulets, les coqs dans leur petite cage? Voilà. Je suis un peu à la manière d'un coq ou d'un poulet. Voilà, un certain oiseau sur une branche d'arbre. Pourquoi je dis ça? Je ne suis pas très confortable, c'est humainement assis, mais comme dans un tableau de Arcadia, Ego in Arcadia, Ego, c'est ça, ce tableau devant un pasteur, comment ça s'appelle, pasteur, c'est Führer finalement, n'est-ce pas, ceux qui gouvernent les troupeaux. En français, on dit pasteur. En Allemagne, je ne sais pas, un guide de moutons. Voilà. On représente ce jeune homme qui s'occupe des troupeaux, assis par terre et le dos appuyé sur une grande marbre ou granit. Et il s'agit sûrement d'un mausolée, d'une tombe. Là, il y a des inscriptions, effectivement, gravées sur la pierre, et qui disaient Ego in Arcadia. Quand moi j'étais en Arcadia, dans un pays de bienheureux, dans une pastorale monde qu'on a perdu. Moi, si j'étais pasteur, jeune pasteur, que tu es vivant, moi je suis mort, et moi aussi j'ai vécu ce que tu es en train de vivre. Moi aussi, de cet endroit-là, Arcadia, j'ai vécu de manière austère, archaïque,
tout en étant fidèle aux archontes, archers, Arcadia, je ne sais pas. Voilà, ça me fait travailler comme ça, l'esprit. Pontevier, il parle instamment, enfin, il fait une opposition picturale, iconographique entre les, voilà, les classiques représentations de vierge, figée, statique, immuable, avec son bébé qui n'a rien à voir avec un enfant mouvementé, et donc c'est comme quelqu'un déjà grandi, enfin, bon, et il y a une certaine maladroitement peint ou dessiné, et même certaines Vénus ressemblent à plutôt aux hommes. Elles sont très taillées, très musclées, et on parle de couronne, mais couronne n'existe pas, mais les yeux sont un peu déplacés. On a ajouté les mamelons, mais effectivement, ça devient artificiel, ça sent pas la femme. Bon, il parle de cette opposition de féminisation de certaines figures masculines chez Léonard, et contrairement à cela, et masculinisation des femmes, certaines femmes, dans la représentation picturale. C'est ça à peu près son thème. Donc, les nymphes aussi, après les Vénus, nymphes. Je voulais commencer quand même à cet enregistrement pour ne pas répéter les choses, en me posant la question, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression nymphomane, ça vient de nymphe, qui sont représentés juste dans la proximité d'une source d'eau, dans un jaillissement. Donc, elles sont de l'élément aquatique, toujours en mouvementé, ondulant, etc. Nymphomane veut dire une femme qui ne se satisfait pas, et elle est à la recherche constante du genre masculin. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a une citation de Lacan qui intervient à un moment donné chez Pontevier, de 2 mots seulement, et pas toutes. Pas toutes. C'est-à-dire que pas toutes les femmes qui les ont. Elles sont mouvementées, trop mouvementées, trop excitées. Et dans la représentation picturale, effectivement, elles sont insatiables, mouvementées, excitées. Et bon, ce sont des suggestions pontéviennes, disons, sans conclusion, mais pour faire une certaine périodisation quand même de l'histoire de l'art. Moi, ce matin aussi, j'ai feuilleté un grand dictionnaire allemand turc, non, plutôt de turc, c'est-à-dire de l'ottoman plutôt, à l'Allemagne. Donc, c'est un dictionnaire Wörterbuch très rare. Il y a même des mots inusités en turc qui a des correspondances abondantes dans la langue allemande, dans ce dictionnaire. Donc, c'est ce dictionnaire même devenu désuet, inutile, mais trop utile pour moi. Finalement, pour tester cette richesse de mon dictionnaire de turc à l'Allemagne, j'ai cherché le mot teçhir, qui veut dire tout simplement en français déportation, et génocide arménien, etc. C'est pas une édition peut-être très ancienne, c'est une réédition que j'ai chez moi, qui date de 68.
Mais l'original, ça date de quand, effectivement, ça devrait être très ancien. Bon, le mot Téchir, dans ce dictionnaire, n'existe pas. Ça, on ne peut pas croire. Il y a plein de choses inusitées dans le truc actuel qui a des correspondances en allemand, mais le mot Téchir, ça n'existe pas. C'est impossible. Je suis choqué. Donc, c'est un Allemand qui a fait ce dictionnaire en plus. Bon, c'est une petite anecdote qui n'est pas anodine, mais je ne sais pas vraie cause de cette omission. Parce que le mot Téchir, on utilise aujourd'hui couramment, surtout dans les leçons de l'histoire, en ce qui concerne toute déportation, c'est-à-dire toute quoi, déportation forcée, quoi, c'est tout, une immigration forcée, c'est ça. C'est presque actuel. Alors, j'ai noté ça, je n'oublierai pas. Et je note simplement que je me considérais comme un exilé volontaire. Voilà. J'ai déjà parlé dans un enregistrement, c'est pas très extraordinaire comme expression. On utilisait assez souvent. C'est une coquetterie, c'est un snobisme peut-être. Exilé volontaire veut dire à première vue, j'étais riche, je n'avais pas besoin de l'argent, je ne suis pas venu ici pour travailler, je m'exilais pour des raisons différentes, un peu discrètes. Pourquoi? Non. Je voulais changer de mode de vie. Non. Je voulais simplement m'enrichir d'une autre culture et m'initier, m'initier à un certain Paris fantasmé par moi, à travers les livres d'argot de Montmartre des années 20 et tout, des trucs des Rabelais, bon, pourquoi pas Edgar Morin, cinéma, cahier de cinéma, que j'adorais, la théorie qui est en train de se réaliser chez Godard et tout. Bon, j'avais plein de raisons apparentes et je voulais m'initier dans ces milieux par le concours de hasard, par concours de circonstances, on dit, n'est-ce pas? Par le concours de circonstances, j'étais ouvert au concours de circonstances. Je faisais concourir les circonstances. C'est fantastique comme expression. Hier, on faisait des enregistrements très sérieux sur la circonspection, circumspection. Aujourd'hui, circonstances, effectivement, circonférence, circoncision, tout ce qui commence avec cir et qui contient comme, con, jum, cum, m'intéresse en latin, dans les langues latinisantes. Alors aujourd'hui, circonstance, c'est mieux que hasard, c'est mieux que environnement, c'est mieux que Umwelt, c'est mieux que Ursprung, mes circonstances qui se concourent. Et moi, je ne suis pas stable dans mon égoïté. Moi aussi, je concouru. J'ai concouru. Voilà. Voilà un sujet enfin trouvé. Tout ce mouvement accessoire, mouvementé, suggestion de mouvement dans une peinture statique, il s'agit non pas de kinématographie, et statue même parlante, ça veut dire que en fait, comme si elle voulait parler, dire quelque chose, elle
voulait s'exprimer. C'est ça, moment, histoire de thématiquer de moment kinétique dans mon discours, ça me fait travailler depuis longtemps, donc à travers toutes ces suggestions de statut parlant, au moins. Alors, concours de circonstances, voilà, quelque chose qui présuppose un diagramme, une frame, un cadre, un round, une gestelle, une stellung, et des multiplicités, points de multiplicité, et des trajets, courbures, rencontres. C'est ça. Effectivement, on est tout de suite devenu, on est arrivé à un plan d'immanence au sens deleuzienne du terme, avec lequel ce matin, à un moment donné, un bref instant, j'étais face à face et l'œil dans les yeux. Effectivement, comme disait Derrida, les yeux. Avec l'âge, etc., ça ne change pas, ça ne trompe pas. On reconnaît quelqu'un avec tous les changements, avec tous les rides. Derrida disait ça dans un film de Fatih, je crois. Donc, dans ce film, non pas dans un écrit, et devant son propre portrait, qui confessait qu'il détestait quand même son autoportrait, mais il privilégiait les yeux. Donc, dans cette face-à-face et les yeux dans les yeux avec de le simulacre se mettant dans le bateau, je me suis dit que non, il n'est pas lui. Les yeux ne trompent pas. Les yeux ne trompent pas. J'étais avec le vrai de l'œil, j'étais dans les yeux. Dans les yeux. Donc il était très blotti, ses yeux, un peu avec la vieillesse, c'était un peu blanchi. C'est pas un bon mot, blanchissement de pupille, mais c'était devenu fade, non pas brillant, bien qu'il a bien ouvert et bien regardant en fait. Il s'agit de petite opération de cataracte seulement. Il portait des grandes lunettes avec un cadre très épais, avec une comment dirais-je, lentille très épais également. Et il sortait, il enlevait ses lunettes pour regarder loin, c'est-à-dire nous, dans la classe, je veux dire, dans la classe de la philosophie. Donc seulement en lisant un petit papier devant soi qui est écrit par lui-même il y a 30 ans ou 40 ans, qui faisait tous ces discours sur Leibniz. Donc, quelle annotation, quel genre d'annotation, c'est énigme. Aujourd'hui, nous avons quand même cette chance d'avoir ce petit appareil sous nos mains et qu'on manipule tant bien que mal, mais je suis encore très attaché à ces petites notes sur le papier, ces petits cahiers que j'ai mis en fait à porter avec moi. Voilà. Ça, ce ne sont pas des choses insignifiantes. Concours de circonstances, effectivement, ça vient pas, ça tombe pas du ciel. Il y a un concours, véritable concours. Il y a des concours. Il faut se concourir, courir, comme ce monsieur qui s'appelait Oedipe avec une bois
piétinait, un pied gonflé. C'est ça qu'on court. Avec le pied gonflé, avec un pied dans la tombe, au bord de la tombe, juste le moment exact et la situation exacte dans laquelle je suis à ce moment-là, dans cet enregistrement, moi, égoïque, Nook, la jambe droite appuyée sur la terre et la jambe gauche sur le tombeau. Il n'y a pas de fossé, mais j'ai failli plusieurs fois en descendant à cette croix de la terre que j'appelle Valais. Valais. J'espère que c'est pas Valais de silence de la ville de Yezd, d'Iran, là où les morts, les cadavres ne sont pas enterrés, mais simplement laissés sur la rocher, sur une colline, parfois construits avec pas les mains de l'homme, c'est-à-dire des grandes tours de silence sous laquelle, en plein air, les cadavres étaient jonchés des cadavres. Le mot jocher, je peux faire des mistake, erreurs de prononciation et de confondre les mots, mais en ce qui concerne les plantes, agriculteurs, jardiniers, il y a un truc qui s'appelle jocher, qui n'a rien à voir avec joncher. Ça veut dire une effervescence, joncher des cadavres, on dit ça. Effectivement, il faut élucider ça. Joncher des cadavres, c'est-à-dire qu'entassés, l'un sur l'autre, l'un à côté de l'autre, et transversal, aucune régularité, aucun respect, et habillé. C'est encore. Et on peut être acculé. Les expressions, les adjectifs me travaillent. Acculé, je suis acculé. Devant ces images, en photo seulement. Je ne suis pas allé en Iran, mais le mot de la ville, Yezd, c'est très souvent, j'efface de ma mémoire. Plein de fois, j'ai eu incroyable difficulté de prononcer, de me rappeler de ce mot. Voilà, j'ai enfui dans la profondeur de mon inconscient, comme on dit. Le nom de la ville, l'existence, statut légal, à l'intérieur même de l'Iran, etc. Toutes ces questions me travaillent, mais je le étouffe. Je le fais taire. Et ce valet-là dans lequel je me trouve ici maintenant, est ce valet de mort où la tour de silence, que j'appellerais par mistake, par erreur, parfois tour de désespoir, la tour, valet de désespéré, il n'y a ni espoir ni désespoir, ils sont comme tout simplement morts et cadavres. Et tout simplement, une petite nourriture assez délicieuse pour les rapaces, pour les oiseaux. Aucun, apparemment, mammalion, aucune bête féroce avec 4 pattes que j'appelle mammifères, ne peut les atteindre. C'est pour ça qu'on construit les tours ou bien on les met sur la colline. Les loups, ils peuvent remonter les collines. Effectivement, les gens, très civilisés en Iran et dans la ville de Yezd, ils ont construit
vraiment des touches sur lesquelles aucune loup, aucune rapace ne peut atteindre. C'est ça. Moi, je suis, au contraire, non pas dans une vallée creuse, non pas dans une montagne. Au jeu, maintenant, ici maintenant. C'est tant mieux. Voilà, voilà. Tout est art, tout est Abby Warburg, sa manière de cogiter en quoi? En effigie, en exergue, et peut-être qu'il n'est pas exception parce que Jean-Marie Pontavia n'en fait pas une exception. Il le nomme dans une série de Winkelmann, Kenneth, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Nu et tout. Vous voyez, mais par contre, Didier Huberman, dans son livre Devant l'image, et il y a une autre, je crois que Devant le temps, peut-être, Devant l'image, il fait une exception de Abby Warburg dans l'histoire de l'art. Il oppose à tous les autres. Là, effectivement, j'ai connu, il faut que je confesse, Abby Warburg à partir de Didier Huberman. Et j'ajoute que, en ce qui concerne quand même cette thématique de mouvement accessoire qui suggéré par l'accessoire, par les draps, par l'habit de la femme, par les cheveux, le vent soulève les cheveux, etc. Et je connais ce thème dans l'histoire de l'art et qu'on appelait, même par la bouche de Gilles Deleuze. J'ai appris d'ailleurs ça, et puis j'ai approfondi un peu mes lectures. Théorie du drap. Théorie du drap, ça me faisait rigoler, qui était très mignon. Et théorie du drap. Vous avez compris, il a fait l'aïon qui porte les hommes ou les femmes d'une manière auguste chez les Romains, pourquoi pas chez les Arabes aussi, cette blancheur du drap qui suggère une nudité complètement cachée et qui, tout en cachant le corps dans cette nudité, avec le mouvement, avec un petit attouchement, ça suggère le corps sans montrer la nudité. C'est ça. Théorie du drap, c'est ça. C'est interminable, effectivement. Et très difficile s'exceller, S', excellence, s'exceller dans la pratique du drap en peinture. Au nom de quoi? Au nom de la vérité toute nue. Eh bien, suggestion, effectivement, cette jeu de cache-cache et des petites exceptions, c'était des petites quoi? Nous, en turc banal, en argot, on dit frikik, qui n'est qu'un terme de football, frikik. C'est turquisé, donc on ne peut pas deviner le mot anglais qui correspond. Je ne connais pas tous les termes de football, mais frikik. Donner frikik, c'est montrer un peu de la part d'une femme. Mais meilleur de meilleur, c'est quand même rhétorique qui dit l'adresse. Ce matin, j'ai utilisé quand même dans une phrase le mot adresse. Adresse, la lettre adresse, avec l'adresse. Adresse, d'une manière très intelligente, d'une illicotorie, inventif. C'est ça, l'essence des choses.
essence de concurrence ou, comme on disait, l'essence des concours de circonstances, stratégie, tactique, montrer, ne pas montrer, donner fil kick, semi-oxymoron, demi-clade obscura, tout ça, on peut le mettre dans le diagramme maintenant facilement prochaine fois. Bon, je suis tranquillement installé finalement après tout le boulot à la tombée du soir. Là où il faudrait être, c'est-à-dire que dans le milieu de nothing, de rien, du rien. Là, effectivement, vous connaissez, si vous me suivez, il y a quand même quelques années que je ne suis pas venu ici, mais même à la tombée du soir, dans ce 1er avril, dans cette tiédeur imprenable, je suis entré là-dedans, du rien. Je suis sur une pierre tombale préhistorique que j'ai tant photographiée en plein soleil, en été. Effectivement, les conditions de lumière, luminosité ne suffira pas que que je décline mon travail. Il faut que je retourne vers moi, peut-être, si c'est possible, changement de cadre, registre.